Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de openboxtv.fr et je donne tout de suite la parole à Alain Juillet qui va nous présenter le sujet du jour. Oui, le sujet du jour, c'est un sujet majeur, en tout cas pour les pays concernés. Comme vous savez, l'Ukraine et la Russie sont des pays qui sont parmi les plus grands fournisseurs de blé au monde. Or, il se trouve que avec la guerre en Ukraine, évidemment, il va y avoir des problèmes énormes de production. Et dans certains pays, en Afrique en particulier, où il y a une dépendance totale de ce blé venu d'ailleurs, eh bien, ça peut avoir des conséquences dramatiques allant jusqu'à la famine. C'est pour ça que ça nous a paru un sujet majeur aujourd'hui, qu'on va traiter. Et en particulier, je me suis permis dans ce cadre-là d'inviter mon ami Emmanuel Dupuis, qui est un spécialiste de l'Afrique et de beaucoup d'autres zones du monde, il faut bien le dire, et pour qu'on puisse justement dialoguer sur ce thème vraiment très important pour les populations concernées. Pour commencer, je voudrais quand même approfondir deux choses, parce qui me paraissent importantes. D'abord, c'est que la Russie, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'elle a considérablement augmenté sa production de blé durant les dernières années. Et pourquoi? Parce qu'elle a compris que c'était une arme de guerre dans le conflit dans les tensions internationales, au même titre que le gaz ou le pétrole. Tout le monde parle du gaz, peu de gens parlent de la capacité des Russes à fournir du blé. Et il y a un point qu'il ne faut pas oublier, parce que quand on voit ce qui est en train de se passer en Ukraine avec les Européens, les Russes commencent à différencier les pays amis de la Russie et les autres. Et quand on parle de tarifs, je fais partie de ceux qui pensent que dans le futur, et ça sera une arme internationale formidable pour les Russes, ils feront un prix plus bas pour les pays extérieurs comme l'Afrique, parce que ça les fera bien voir, que bien sûr ceux qui fourniront pour des pays qui n'ont pas été de leur côté. Donc on est vraiment dans une arme stratégique. Et ça me paraît très important. Le deuxième point, avant de commencer notre discussion, quand je me souviens des coupeurs OGM, avec les équipes, vous savez, qui coupaient les plantations d'OGM de l'INRA, dans lesquelles on essayait de mettre au point un blé qui puisse résister au fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau, c'est-à-dire un blé pour l'Afrique. Quand je vois que le manque de blé va risquer de provoquer la famine en Afrique, je regrette quand même qu'on ait détruit les plants chez nous en France, qu'on était en train de mettre au point et qui auraient permis de faire pousser du blé en Afrique et à partir de là de réunir les populations. Donc souvent des mesures qui paraissent bien sur le plan de la défense de certaines visions, d'une certaine idéologie, elles peuvent avoir des conséquences dramatiques pour les populations concernées quand on n'y pense pas. Ceci étant, on est maintenant sur le problème de la famine, le risque de famine en Afrique. Et je voulais un peu avoir une première réaction d'Emmanuel par rapport à ce qu'on a entendu là sur un peu l'évolution, parce qu'on voit la Madagascar, on voit l'Éthiopie, le Soudan, le Bénin, l'Algérie, enfin partout, le Nigeria, le Rwanda, tout est concerné. Donc, il faut surtout avoir à l'esprit que c'est évidemment le continent africain qui, une fois de plus, va payer le plus lourd tribut, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que les crises alimentaires ont précédé la crise en Ukraine. Exactement. Il y avait une famine en Éthiopie, il y a une famine dans le sud de Madagascar, où 1 million de Malgaches sont déjà en situation de stress alimentaire très aigu, déjà depuis une année. Et il faut dire que la communauté internationale ne s'est pas beaucoup bougée pour le signaler. Deuxièmement, vous l'avez rappelé Alain, l'alimentation dont dépend le continent africain dépend aussi de l'évolution d'une certaine forme de mondialisation qui a imposé le blé comme l'aliment de base. Et pourtant, la résilience africaine, avec la farine de manioc, la farine de patates douces, est une alternative locale qui peut-être sera une réponse à cette crise venue du Nord. Si on associe le premier producteur mondial de blé, qui est la Russie, et le 5e producteur mondial de blé, qui est l'Ukraine, on est pratiquement 94 millions de tonnes de céréales, donc du coup, qui sont indispensables pour l'Afrique. Un chiffre qui nous vient de la FAO. Il y a eu une réunion il y a quelques semaines en pleine crise, en pleine guerre ukrainienne. 36 des 55 pays qui sont qualifiés appartenant donc à cette zone rouge de stress
stress alimentaire, achètent du blé ukrainien et du blé russe. Donc 36 des pays ont un impact direct. On pourrait même prolonger et préciser la chose. 500 millions d'Africains vivent dans des pays dont la dépendance est supérieure à 50% du blé provenant de la Russie, 20%, et du blé provenant de l'Ukraine, à peu près 10%. Donc, l'association des deux, évidemment, aura un impact sur ces pays. 100% de dépendance pour le Bénin, 75% pour le Soudan, 81% pour l'Égypte, et on pourrait comme ça continuer. Le cas de l'Égypte est assez singulier. Il y a 100 millions d'Égyptiens, 90 millions d'Égyptiens vivent le long du Nil, dépendent évidemment de la capacité d'exportation, qui est là aussi une sorte de conséquence néfaste de la mondialisation. L'Égypte exporte puis rachète les produits transformés qu'elle ne veut ou qu'elle ne peut pas transformer sur son propre territoire, avec là aussi une conséquence peut-être beaucoup plus prospective, où le continent africain se rend compte aussi de la capacité, ou plutôt de la nécessité, à mieux collaborer entre eux. Un peu comme nous, pays européens qui sommes unis, en tout cas au niveau diplomatique et peut-être au niveau militaire, pour apporter une réponse concertée face à la Russie, les Africains se rendent compte qu'il est peut-être temps qu'ils aient aussi cette diplomatie alimentaire sur le continent africain. Les Africains pourraient, et j'espère qu'ils le feront, penser qu'il faut mutualiser leur achat en termes de céréales. Tout à fait. Mais derrière ça, le deuxième volet, c'est effectivement les conséquences de la famine. Parce que on va avoir une déstabilisation effectivement politique d'une partie des pays africains, parce que les gens, quand ils ont faim, ils sont prêts à tout, et ça se comprend. Donc là, il y a donc ça pose un deuxième problème. Et le troisième, pour aller toujours dans le même sens, d'ailleurs, je crois qu'on est bien d'accord sur le fond, le troisième problème, c'est effectivement le fait qu'il faut trouver des solutions. Alors, autant la Russie, elle, on l'a vu, elle a développé, je le disais tout à l'heure, elle a développé la production du blé parce qu'elle a compris que c'était intéressant. Dans les pays africains, par contre, on s'aperçoit qu'à part l'initiative qui a été citée par Adeline sur le Cameroun, où ils disent il faut qu'on commence à imaginer et le remplacer par des productions traditionnelles, le blé par le manioc ou autre. Le problème, c'est que c'est à l'état embryonnaire quand même, c'est un démarrage, et que dans les autres pays d'Afrique, on ne voit pas, il n'y a pas eu de grandes initiatives de ce côté-là non plus. Alors, est-ce qu'effectivement, il faudrait encourager à créer en Afrique d'un pôle d'achat pour essayer d'avoir des prix convenables et puis répartir plus harmonieusement? C'est peut-être une solution, effectivement. Non, mais vous avez raison, Alain. D'ailleurs, l'actualité un petit peu plus longue donne raison à notre raisonnement mutuel. La zone de libre-échange continentale africaine, qui est maintenant opérationnelle depuis le 1er janvier 2021. 41 des 54 pays l'ont ratifiée. Il faut avoir une réflexion stratégique, c'est-à-dire constituer des stocks. C'est vrai pour l'alimentation, c'est vrai aussi pour l'énergie. Qu'il faut mutualiser les achats vis-à-vis des partenaires étrangers. Et qu'il faut aussi penser que l'industrialisation, ou plutôt les carences en matière la thématique de la sous-industrialisation est un élément sur lequel les pays africains doivent réfléchir ensemble. Farine de manioc, farine de patates douces pâtissent de la sous-industrialisation du processus. Absolument. On est dans une logique très locale. Et encore, ça ne concerne quasiment que peu de pays. Le Cameroun est un peu moteur dans cette question-là. Le Rwanda aussi y réfléchit beaucoup. On en parlera du Rwanda. Et justement, c'est intéressant parce que ces deux pays ont deux dynamiques. Enfin, ces pays, d'une certaine façon, sont un petit peu en avance sur leurs partenaires. C'est que non seulement ils estiment qu'il faut trouver des alternatives, mais qu'il faut aussi avoir une conception stratégique de la sécurité alimentaire, c'est-à-dire constituer des stocks. Les pays africains ne le faisaient pas, puisqu'ils partaient du principe qu'il y avait de manière logique une continuation dans la capacité d'importation des produits céréaliers, maïs, orge et blé, venant des pays qui, de toute façon, ne vont pas disparaître du continent africain, la Russie ou l'Afrique. Encore une fois, les deux, c'est quand même près de 100 millions de tonnes de céréales. Et puis, alors justement, il y a aussi cette réflexion sur la nécessité de réfléchir à une thématique sur laquelle les pays africains étaient peu
enclins à réfléchir, c'est-à-dire d'avoir des politiques très dures pour justement ne plus exporter leurs capacités agricoles. L'Égypte a pris cette décision en décidant, a pris très intelligemment cette décision en disant on n'exporte plus. On n'exporte plus pour nourrir sa population. Exactement. Madagascar devrait le faire aussi, même si Madagascar est dans une situation malheureusement évidemment pire. Oui. Après, moi, je vois un autre élément à cela, c'est que les pays africains se rendent compte aussi qu'ils ont entre les mains l'avenir alimentaire de la planète. 60% des terres arables se situent sur le continent africain. Donc il reste encore une capacité de production agricole, et c'est peut-être là que le Fonds monétaire international devrait appuyer leur aide au continent africain. Le FMI rappelle souvent que le continent africain pâtit d'un sous-investissement en termes d'infrastructures, mais c'est justement dans l'agriculture qu'il faut investir. 80% de l'emploi en Afrique vient de l'agriculture. Moi, je pense que ça peut avoir une conséquence formidable sur le plan de l'Afrique. C'est que si, dans ce cas de cette prise de conscience qu'ils ont des capacités, qu'il faut qu'ils sachent les exploiter et qu'il faut qu'ils sachent gérer, y compris les pénuries, ça peut transformer l'Afrique. À un moment, elle en a vraiment besoin, puisque l'Afrique est devenue la zone du monde qui se développe le plus vite, où il y a le plus gros développement de population. Ça peut être une opportunité pour à la fois gérer leur population et la faire vivre, mais aussi changer de méthode par rapport à tout ce qui était fait avant. Je voudrais revenir sur une chose aussi, c'est parce que quand on regarde le Rwanda, ou l'Algérie d'ailleurs, c'est pareil, première réaction qu'ils ont eue, ça a été de dire « Ouh là là, on va manquer de blé à cause du problème de l'Ukraine, donc on va voir les Français qui sont, ne l'oublions pas, un très gros producteur de blé. » On a vu des ministres rwandais venir et signer un accord en France, les Algériens aussi. La question, c'est, au point de vue politique pour les Français, politique internationale bien entendu, la question qui va se poser, c'est si on favorise 2 ou 3 pays comme l'Algérie ou le Rwanda et que tous les autres subissent une famine parce qu'on n'est pas capable de les aider, de contribuer, je dirais, en les approvisionnant, est-ce que ça aussi, ça ne risque pas encore d'accroître les tensions sur nos alliances internationales sur l'Afrique ? Parce que les Africains, devant la famine, ils vont regarder qui peut leur fournir. Alors il y a, par rapport à ce que vous dites, une question sous-jacente. C'est que sur cette question de la sécurité alimentaire du continent africain, ce sont ceux qui ont les moyens d'acheter à l'étranger qui sont favorisés. On l'a mentionné, le Rwanda, dont le taux de croissance avoisine les 8 à 9%, c'est-à-dire ceux des critères pour les objectifs du millénaire. Qu'en est-il des pays qui, eux, souffrent et qui n'ont pas cette capacité donc d'attractivité vis-à-vis des entreprises européennes ou du marché, et notamment de la France. Et ça, c'est un vrai problème. Le Mali, la Guinée, le Burkina, des pays Niger, qui ont... tous ces pays, ou le Niger, ou le Tchad, des pays qui ont... tous ces pays-là, la zone sahélienne en définitive, et notamment parce qu'ils sont enclavés. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont sous sanction, ils ont des difficultés à importer, ou ils auront encore plus de difficultés à importer des produits alimentaires, céréaliers, à cause de ces sanctions. Et donc je ne vois pas la France aider, par exemple, le Mali, puisqu'on est dans une logique de rupture diplomatique. Donc il risque d'y avoir des conséquences, à mon avis, très conséquentes, si vous m'autorisez ce truisme d'une certaine façon, sur ces pays où la situation va encore plus s'aggraver. Et je pense qu'effectivement, on va avoir une tension qui va exacerber les réactions de ces pays-là contre les pays comme les nôtres, c'est certain, on y va. Je note d'ailleurs aussi que certains pays, le Maroc par exemple, qui est aussi très dépendant du blé extérieur, lui par contre, compte tenu des accords d'Abraham qui ont été signés avec les pays du Moyen-Orient et les Américains, eh bien, eux, les Marocains, carrément, ils ont fait le choix du blé américain. Donc là, on voit bien que les Américains vont fournir du blé, mais en priorité aux pays qui sont de leur côté. La visite de Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, il y a quelques semaines au Sénégal, témoigne de cela. Les Américains ont un outil absolument déterminant par rapport à cette question, ça s'appelle l'AGOA, l'African Growth Initiative. Opportunity Initiative for Africa. Et donc justement, un des thèmes, un des chapitres précise que les Américains sont prêts à fournir ce que les Africains leur demanderont au prix américain. Donc d'une certaine façon, nous sommes dépendants vis-à-vis des États-Unis
désormais sur le gaz et le Ouais. pétrole, mais les pays africains risquent de rentrer dans cette dépendance vis-à-vis Exactement. de l'Atlantique. Il y a une autre dépendance qui malheureusement contraint la stabilité prosaïque des populations africaines, c'est les carences en termes d'engrais. Ne jamais oublier que l'Ukraine et la Russie sont les premiers producteurs d'engrais, et comme 70% de la production d'engrais va être diminuée cette année, la productivité agricole en Afrique va aussi en pâtir. Je crois qu'il y a une question aussi sur laquelle on peut quand même se poser des questions. Parce que quand on voit la politique, d'abord, comme vous l'avez rappelé, bon, il y a des pays d'Afrique qui ont un vrai potentiel de production si on s'y met sérieusement et qu'on les aide pour produire, pas seulement du blé, mais toutes les céréales en général, hein, et adapter à leur pays. Donc là, on peut se demander si effectivement on ne devrait pas lancer au niveau international une vraie politique, alors là, d'aide aux pays africains pour développer, comme on l'a dit, une vraie politique agricole, d'abord pour les nourrir, mais qui ensuite pourrait aussi servir à nourrir d'autres populations. Avec une difficulté supplémentaire qui est liée au COP. Oui. La COP 27 va se dérouler cette année à Sharm el-Sheikh, Oui. en Égypte. Il sera question de cette problématique. Bien sûr, le développement agricole en Afrique est pour l'instant sous-développé ou en nécessité donc de développement supplémentaire, avec des moyens venant donc des bailleurs de fonds internationaux, avec une difficulté, c'est que les objectifs de décarbonisation de notre économie dépendent aussi du maintien de la forêt primaire africaine. Oui. Et donc si nous détruisons une partie de Oui. cette forêt primaire pour fournir les capacités agricoles que les pays africains jusqu'à présent achetaient à l'extérieur, ça va aussi un petit peu impacter sur nos propres engagements. Mais d'une certaine façon, l'Afrique est de nouveau prise au piège, puisqu'elle ne contribue seulement qu'à 4% Ouais. des gaz à effet de serre, alors qu'on lui demande un investissement aussi important que des pays qui produisent 20-30 fois plus de gaz à effet de serre. Il y a un déséquilibre, mais du moins, ça c'est nous qui l'avons imposé aux pays africains. On leur impose un déséquilibre total, ils n'ont pas nos moyens et on leur impose des règles qui sont les nôtres. Donc surtout, on leur dit qu'ils ne peuvent pas faire ce que nous avons fait pendant 2 siècles. Exactement. On leur interdit de faire aujourd'hui ce que nous avons fait pendant 100 ans. Je reviens à ce que je disais au début, parce que les pays qui, sur le plan du territoire, ont la plus de facilité pour produire des céréales, sont en particulier les pays de la zone sahélienne, non pas bien sûr dans le désert, mais celle du sud du désert où il y a de grands espaces sur lesquels on pourrait l'imaginer. Ce qui impliquerait effectivement qu'on développe des semences qui soient capables de produire des céréales dans ces zones-là. Et là aussi, on peut se demander s'il ne faut pas une prise de conscience internationale qu'en empêchant tout ce qui n'est pas le système, je dirais, occidental, européen au niveau des semences, en ne voulant pas aller plus loin pour imaginer d'autres solutions qui permettent dans ces pays de produire, eh bien, on n'est pas en train de les condamner à la famine. C'est un vrai problème. Enfin, Oui, pour moi, c'est un problème. Non, mais c'est un problème très important. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. En Oui. tout cas, la réponse n'est pas la plus adaptée. Moi, je vois un autre élément de réflexion par rapport à cela, c'est que les pays africains ont pris conscience avec la crise en Ukraine que leur voix compte. Oui. Il y a eu 2 résolutions onusiennes. Oui. Le nombre de Oui. pays sont à peu près les mêmes. Certains ont refusé de participer au vote, d'autres se sont abstenus. Ça veut dire qu'il y a une conscience diplomatique, une forme de non-alignement africain qui s'exprime. Et cette notion du non-alignement au niveau diplomatique peut aussi créer des cohésions entre continents. Et donc c'est peut-être là où cette crise, on l'a dit au début, va lourdement impacter négativement le continent africain. Mais si les responsables politiques africains se mettent d'accord avec cette cohésion désormais possible au niveau économique, la zone de libre-échange continentale. Au niveau politique, depuis le retour du Maroc en janvier 2017, il y a une cohésion politique. Absolument. Et je crois que c'est très important que cette conscience diplomatique aille de pair avec une logique d'une politique africaine, politique agricole africaine, ou une politique africaine commune. Une politique agricole commune comme nous en avons au niveau européen. Je crois que le continent africain est allé beaucoup plus rapidement finalement dans l'unité politique et est en train de découvrir la nécessité de créer un marché de libre-échange. On le sait, le commerce entre les pays africains est beaucoup plus réduit sur le continent africain que sur le continent européen. Absolument. Peut-être que cette logique, disons une politique africaine autarcique pour le bien des Africains, enfin il faut quand même toujours rappeler qu'il y a 1,4 million d'habitants aujourd'hui, qu'il y en aura 4,4 à la fin du siècle,
que pour l'instant, il y a 1 habitant sur 6 qui est africain, mais à la fin du siècle, il y aura 1 habitant sur 3. Ouais. Et que nous, quand nous aurons seulement 650 millions d'habitants, il y aura 4,4 milliards d'habitants en Afrique. Donc il faudra nourrir cette population, et donc forcément, il faudra trouver des alternatives ou des solutions pérennes. Voilà. Et je reviens à ce que vous disiez, Alain, fort justement, en prenant appui sur les pays qui ont cette capacité, mais qui ne l'ont pas suffisamment développée, pour des raisons évidentes. On peut difficilement consacrer autant d'argent qu'on le souhaiterait pour l'agriculture au Sahel, quand on sait que 20% des PIB sont obérés par la nécessité d'acheter des armes pour faire face aux menaces sécuritaires auxquelles tous ces pays font face. Donc je pense qu'il y a cette hypertrophie, trop d'argent mis sur le budget de la sécurité et de la défense, et pas assez sur l'agriculture. Mais ça, je crois que la crise en Ukraine va avoir un impact immédiat. Je le disais précédemment, hein, le secteur économique africain est majoritairement informel, mais 80% des personnes qui travaillent en Afrique travaillent dans le secteur agricole. On va assister, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, à un découplage de l'Afrique, mais je pense qu'il n'y aura pas que l'Afrique, hein, parce que je pense que ça va concerner d'autres zones du monde, y compris le Proche-Orient, puisqu'on voit effectivement tous ces pays qui refusent d'aller dans le sens des sanctions occidentales pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Et il va y avoir un découplage, et que peut-être que ça va être l'occasion pour ces pays de prendre leur destin véritablement en main, en prenant conscience qu'il faut régler les priorités. Et la première des priorités, bien sûr, c'est l'alimentation de leurs ressortissants, de leurs citoyens. Les accords d'Abraham sont en train de refaçonner les relations internationales. Absolument. En gros, les pays africains, alors que nous disons que nous devons nous inscrire dans une logique euro-africaine, Europe, Afrique, Méditerranée, comme dirait notre collègue Jean-Louis Guigou, qui aime bien utiliser cette belle image de la diagonale, c'est vrai. Enfin, les pays africains, maintenant, ils ont le choix. Ils regardent vers le nord, et puis ils regardent à gauche et à droite. Exactement. Ils regardent vers les États-Unis, et ils regardent aussi vers les pays avec lesquels, jusqu'à présent, il n'y avait pas de relations diplomatiques. Exactement. Les pays du Golfe, avec l'accord Abraham, plus Israël. Israël est important. Parce qu'Israël Israël se déploie en Afrique. Va développer et va industrialiser ce que les pays africains, jusqu'à présent, ne faisaient pas de manière aussi structurante. Et puis, il y a effectivement d'autres configurations avec ce qu'on appelle la coopération sud-sud, entre des pays qui ont à peu près les mêmes problématiques. L'alimentation aussi en Amérique latine est un problème. Et donc, il va y avoir une sorte de cohésion. Et moi, c'est ce que j'appelle une sorte de nouvel non-alignement qui ne se focalise pas plutôt en direction de Moscou, parce qu'on ne veut pas regarder que en direction de Washington, où la configuration est un nouvel alignement où l'on met de côté les pays du Nord, mais que ce soit les États-Unis, la Russie, et on se crée une cohésion entre pays du Sud émergents. Exactement. C'est les BRICS, c'est le G20, c'est le Brésil, c'est l'Indonésie, c'est l'Afrique du Sud, c'est l'Inde et c'est la Chine. Et de notre point de vue, ça peut donner l'impression que là où certains pays sont en concurrence, l'Inde et la Chine, ils ont tout à fait intérêt. Ils ont des intérêts communs, c'est ça qu'on ne veut pas voir. Et sur le continent africain notamment. Bien entendu. Monsieur Dupuy, merci. Merci à vous. Merci. Eh bien, encore un sujet passionnant, animé par Alain Juillet, bien évidemment, avec ses invités. Et je vous donne rendez-vous pour visionner toute cette émission sur openboxtv.fr. Merci et à très bientôt. Vous êtes étudiant, enseignant, chercheur, expert dans nos domaines de prédilection. Vous souhaitez participer à notre prochaine émission sur openboxtv.fr. Vous pouvez vous inscrire ici et vous viendrez présenter le sujet qui vous tient à cœur et ensuite vous débattrez avec Alain Juillet et son invité. Nous vous attendons avec grand plaisir dans notre prochaine émission. Merci.